tout le monde. Un soir que j'étais dans un café scientifique, j'ai eu l'occasion d'entendre des militants du parti animaliste qui étaient venus parler de la souffrance des animaux, de l'élevage en batterie, des tests en laboratoire, de la corrida, du spécisme, du véganisme, de la sentience, c'est-à-dire la capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, et de percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Sur le moment, j'ai été désarçonnée par ce discours. Les défenseurs des animaux protestent contre l'élevage intensif, et là-dessus, on ne peut que leur donner raison. Traiter des mammifères et des oiseaux comme une marchandise industrielle, c'est difficilement défendable sur le plan éthique. Mais ce sont le raisonnement et les arguments invoqués qui m'ont laissé perplexe. Tant de questions me venaient à l'esprit que je n'arrivais pas à les formuler clairement. Les jours suivants, j'ai commencé à chercher des réponses sur les sites antispécistes. Si l'on en croit Wikipédia, l'antispécisme est un courant de pensée philosophique et morale qui considère que l'espèce à laquelle appartient un animal n'est pas un critère pertinent pour décider de la manière dont il doit être traité, ni de la considération morale qui doit lui être accordée. Mais ça ne s'appelle pas le considérationnisme. Les penseurs animalistes qui l'ont formalisé dans les années 70 ont créé le concept de spécisme. On en trouve plusieurs définitions avec de légères nuances. Préjugés ou attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l'encontre des intérêts des membres des autres espèces. D'après cette première définition, celle de Richard de Ryder, tous les animaux pourraient être spécistes. Mais par la suite, le concept s'affine. Selon Peter Singer, auteur de La libération animale, c'est l'idée qu'il est juste de donner la préférence à des êtres uniquement pour la raison qu'ils sont membres de l'espèce Homo sapiens. Par analogie avec le racisme et le sexisme, le spécisme est la discrimination en fonction de l'appartenance d'espèces biologiques. On est spéciste si l'on privilégie les êtres humains par rapport aux autres animaux, dit François Jacquet. En pratique, le spécisme est l'idéologie qui justifie et impose l'exploitation et l'utilisation des animaux par les humains de manière qui ne serait pas acceptée si les victimes étaient humaines. C'est un complément qu'on trouve dans les cahiers antispécistes. Le mot spécisme est un jugement de valeur. Il a été calqué sur le mot racisme. L'idée, c'est que la discrimination selon l'espèce est aussi condamnable moralement que la discrimination entre humains sur la base de la race. Mais il y a une différence. Les races humaines n'existent pas. Il en existe chez les chiens, les bœufs, les chevaux, parce qu'elles ont été fabriquées intentionnellement. La notion de race n'a pas de fondement biologique chez l'Homo sapiens, alors que l'espèce, en tout cas, la catégorie espèce est utilisée dans le discours antispéciste, donc validée. Par ailleurs, le racisme est fait de préjugés, de fausses croyances, de généralisations abusives, de haine aussi. Mais contrairement aux catégories raciales, l'appartenance à une espèce permet de prédire certains comportements. Quand un moustique s'approche de moi, quelles sont les chances pour qu'il vienne en paix ? Les moustiques piquent, le loup est un prédateur, le rat mange ses propres déjections. Ce ne sont pas des préjugés, c'est vrai. Quand on dit que les poux sont des parasites, ce n'est pas une insulte xénophobe. La notion même de spécisme repose sur une analogie douteuse. Le racisme ou le sexisme, c'est considérer comme moralement inférieure une population qui a les mêmes capacités morales. Toute une génération a appris que c'est mal de discriminer, mais sans explication. Racisme, sexisme, homophobie, grossophobie, ce sont des délits, mais on a un peu oublié pourquoi. La base de ce principe, c'est l'universalité humaine. La non-discrimination est devenue une sorte de réflexe mécanique vidé de son sens, qui peut donc s'étendre aux animaux. D'ailleurs, l'universalité humaine est parfois boudée par les adversaires du spécisme. Quand on parle de racisme ou de sexisme, ça veut dire qu'on estime que les humains sont égaux,
hommes et femmes, quelle que soit leur couleur de peau, et qu'il est injuste de les traiter de façon inégale. Le mot spécisme fait donc implicitement référence à une norme égalitaire, cette fois-ci entre tous les animaux. Reste à savoir en quoi ils sont égaux. Les antispécistes alertent sur la disparité de traitement entre les animaux de compagnie et les animaux d'élevage, les chiens et les cochons par exemple. La question est légitime, mais si on suit leurs principes, on devrait aussi considérer l'intérêt du chien sur un pied d'égalité avec celui de la tique. Si l'espèce n'est pas un critère pertinent, pourquoi le fait d'appartenir au règne animal en serait-il un ? Ce qui distingue les animaux des autres êtres vivants, c'est l'hétérotrophie, c'est-à-dire le mode de nutrition. Quel rapport avec la considération morale ? À cela, les sentientistes répondent que l'antispécisme concerne uniquement les êtres sentients, c'est-à-dire ceux qui ressentent la douleur. Cela exclut, semble-t-il, certains animaux qui n'ont aucun système nerveux, les éponges, les moules et une partie des insectes. Une forme de discrimination est donc légitime, si elle repose sur des raisons valables. Mais comment savoir ce que ressent un animal ? Je me souviens d'une militante très exaltée qui décrivait des animaux à l'abattoir dans ces termes. Ils crient, ils résistent, ils ne veulent pas avancer dans le couloir de la mort. En fait, elle ne les avait vus qu'en vidéo. Quand un hamster se gratte, spontanément, on suppose que ça le démange, alors qu'en fait, chez certains animaux, c'est normal de passer plusieurs heures par jour à se gratter. Nous sommes précablés pour interpréter les expressions et comportements en projetant des états mentaux dont nous avons l'expérience. Cette propension a été sélectionnée parce que ça nous aidait à protéger les enfants. Conjointement, on trouve mignon tout ce qui s'apparente peu ou prou à un humain juvénile. Voir là-dessus les travaux de Konrad Lorenz. Alors, si on perçoit un animal comme vulnérable, ça peut suffire à activer le réflexe protecteur. En fait, on ne sait pas mesurer ni caractériser de l'extérieur les sensations, les émotions, la conscience de soi. La douleur est une expérience subjective distincte de la nociception, c'est-à-dire le message nerveux transmis au cerveau en cas de lésion ou de menace de lésion, même sous anesthésie. Mais on sait que la perception des couleurs, des sons, des odeurs et des températures varie selon les espèces. En outre, il existe des sensations très désagréables qui ne sont pas de la douleur. Un goût très amer, par exemple. Alors, quand un animal a une réaction vive, comment savoir s'il ressent de la douleur ou autre chose ? Par ailleurs, la douleur est liée à la cognition. Le fait de savoir et de comprendre certaines choses influe sur le vécu. Par exemple, pour une même blessure, la douleur ressentie est plus forte si la personne se sent victime d'une injustice que si elle s'estime heureuse d'être encore en vie. Même si les études scientifiques respectent un protocole rigoureux, elles sont soumises à des biais importants. D'abord parce que les chercheurs s'interdisent de faire souffrir les animaux qu'ils testent, mais surtout parce que l'interprétation passe par un filtre anthropomorphique. C'est le cas dans toutes les recherches sur les animaux. L'agitation est vue tantôt comme de la colère, tantôt comme de l'anxiété ou encore de la joie, selon ce qu'on cherche à démontrer. Quand un singe refuse du concombre, Frans de Waal en déduit qu'il a le sens de l'équité. D'autres voient des poules qui calculent, des poissons serviables, des éléphants qui font de l'art abstrait, des bourdons joyeux, des dauphins qui se shootent, sans parler du chat qui vivait en troupe. On en vient à s'étonner quand les animaux se conduisent de façon inhumaine, quand ils dévorent leur proie vivante, pratiquent l'infanticide ou le cannibalisme. Les éthologues essayent de trouver des explications rationnelles, mais on n'a aucune idée de ce que ressent une maman hamster quand elle mange ses petits. Alors, comment en être sûr quand elle se gratte ? On peut se tromper. Le blob a des comportements dignes d'un animal sentient et très intelligent, et pourtant c'est un organisme unicellulaire. C'est dommage que l'étude de la sentience soit réduite à ce seul aspect de la douleur, parce que d'autres aspects pourraient nous renseigner sur la diversité des ressentis. Je me suis toujours demandé comment mon chat, qui est si difficile sur la saveur des croquettes,
supporte de faire sa toilette. Malgré tout, je prends garde à ne pas lui marcher sur la queue. Faute de mieux, en l'absence de données objectives et fiables, on peut présumer des sensations physiques comparables aux nôtres chez les mammifères qui nous ressemblent en termes de système nerveux et de comportement. Donc, la question éthique se pose, notamment sur l'utilisation des animaux dans la recherche médicale et pharmaceutique. Infliger des blessures, inoculer des maladies douloureuses, dans quelle mesure en a-t-on le droit ? J'essaie de glaner des éléments de réponse. Il y a 2 phrases qu'on retrouve sur tous les supports antispécistes pour résumer leur credo. L'espèce ne doit pas être un critère pour déterminer les droits d'un individu et la considération morale qu'on lui accorde. Cette phrase n'établit pas en toutes lettres une égalité de droits entre tous les individus de toutes les espèces, mais elle ne dit pas non plus quel serait le critère pertinent pour déterminer leurs droits. D'où cette précision. Il faut prendre en compte les intérêts de l'individu indépendamment de l'espèce à laquelle il appartient. Le discours antispéciste se présente comme une remise en question des normes traditionnelles dans les relations entre humains et non-humains. Supériorité de l'homme, exploitation des animaux, maltraitance, mais il s'appuyait aussi sur une série de présupposés. L'antispécisme reflète une vision du monde où se côtoient et interagissent des individus appartenant à diverses espèces. Mais la notion d'individu n'a pas vraiment de sens dans la majorité des espèces vivantes, bactéries, champignons, végétaux, même si on s'en tient au règne animal. Elle semble inappropriée dans un essaim d'abeilles ou un banc de poissons qui se comportent comme un seul et même individu. Il est vrai que la notion d'espèce est remise en question en raison de ses contours flous, notamment à cause des phénomènes d'hybridation et de variation clinale chez certains oiseaux. Mais ça ne concerne pas l'Homo sapiens dans le contexte actuel, et si j'en juge par son usage en biologie, la catégorie espèce n'est pas obsolète. Les chercheurs qui étudient la sensibilité à la douleur chez les animaux tirent des conclusions au niveau des espèces. Ils n'envisagent pas une sentience transversale. Par exemple, ceux qui ont testé des poulpes ne disent pas « au labo, on a Bébert et Ventouse, alors eux, ils sont sentients, mais les autres, on ne sait pas. » Comment sait-on ce qui compte pour un animal ? Comment prendre en compte leurs intérêts alors que je ne suis même pas sûre de connaître ceux de mes proches ? Ils ne peuvent pas parler, alors on parle pour eux, disait la militante animaliste. L'antispécisme postule que tous les êtres sentients aspirent principalement à ne pas souffrir. Moi, j'ai plutôt l'impression que le bien-être est un bonus, qui passe après vivre, manger, se reproduire, manger surtout. Bien sûr, on préfère faire tout ça en souffrant le moins possible, mais la souffrance est inhérente à la vie des êtres sentients. Elle est très présente dans la vie sauvage. Certains considèrent comme un fait acquis que tous les animaux, y compris les humains, éprouvent les mêmes souffrances physiques et morales lorsqu'ils sont placés dans les mêmes conditions. Or, en l'état actuel des connaissances, c'est plutôt faux. Selon Charles Patterson, l'élevage est un éternel Treblinka. Je trouve la comparaison choquante. Les animaux d'élevage sont abattus, mais ils ne sont pas victimes de haine. Bizarrement, en termes de responsabilité morale, l'individu n'est pas jugé indépendamment de son espèce. D'abord, on part du principe que Sapiens est blâmable pour ses mauvaises actions, et lui seul. Admettons. Mais on trouve souvent des expressions telles que « nous tuons des animaux »,« nous les exploitons »,« c'est qui nous ?» Derrière cette formulation, il y a l'idée que je suis indirectement responsable de tout ce que font les autres humains juste parce que je suis leur congénère. S'agit-il vraiment de nous responsabiliser ou de nous culpabiliser ? Voici les références pour cette première partie, vous trouverez les liens en description. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous au 2e épisode.